Bienvenue à tous et à toutes, Vous êtes avec Testeur de CBD je suis Oro. et moi c'est Ben. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un podcast hors série. Et pour celui-ci, nous recevons Ben des projets Les Botanistes et Empalicious. Donc salut Ben, toi tu es un des fondateurs des Botanistes et de Empalicious. Avant de parler de ces projets respectifs, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais avant? J'avais déjà une double casquette, c'est-à-dire que j'ai eu deux métiers principalement. J'ai été beaucoup dans la restauration. J'ai travaillé dans des étoilés Michelin, j'ai fait de la gastronomie pendant pas mal d'années. J'ai été propriétaire de mon restaurant, un grand restaurant. Et aussi, j'étais dans l'événementiel, dans la musique, dans les festivals. J'étais directeur d'un festival de musique qui s'appelait le Festbook, qui a pris fin en 2016 pour des motifs un peu obscurs. Voilà, il y a eu un incendie qui est potentiellement criminel, hein, puisqu'il y a eu 3 départs de feu. Donc, c'est une période un peu difficile. Et puis, après entre guillemets, le décès de ce festival-là, il y a eu de toute façon le Covid. Donc, voilà, moi, j'étais en voyage. J'ai pris le temps de réfléchir pendant 2 ans et je suis revenu avec l'objectif de me lancer dans le secteur du CBD. Du coup, les botanistes, Empalicious, les botanistes, ça a commencé comment? Lequel est venu avant l'autre? Pour moi, l'idée, c'était de travailler dans la qualité, de développer donc du coup un projet vertical où on partirait de la graine au consommateur pour pouvoir maîtriser nos coûts, mais surtout la qualité. Parce que quand je fais les choses, j'aime bien les faire à fond, j'aime bien avoir une vision globale, j'aime pas dépendre non plus des autres. Et donc naturellement, on est réellement parti de la graine au consommateur. Peut-être à tort, aujourd'hui on se rend compte que le marché de la distribution a bien été verrouillé par les gens qui ont qui ont créé des marques, des magasins, qui ont franchisé ces magasins et qui du coup aujourd'hui n'ont pas du tout la compétence pour pouvoir cultiver, du coup tiennent vraiment le marché. On a fait notre production donc avec les botanistes. Les botanistes, c'est une entité, c'est-à-dire que la société s'appelle Chanvre Bio Drôme-Ardèche. Nous, on est installé du coup en Drôme-Ardèche, à proximité de Montélimar. Et Empalicious sont les produits dérivés qu'on fait avec les productions de fleurs qu'on fait avec les botanistes. Et on a voulu appeler ça les botanistes parce que pour nous, c'était bien de mettre comme une marque, comme un label. Et donc, comme on est un groupement d'agriculteurs, on est une multitude de gens avec une multitude de compétences. Je trouvais ça cool de faire ça comme si on était. Ça, c'est pour représenter l'équipe. Voilà. Donc, nous, on est les botanistes. Et autour de ça, on développe des marques ou notre label qui s'appelle La Fleur des Botanistes. Et après, on va pouvoir décliner les botanistes autant qu'on le voudra. Justement, on peut se prêter un petit exercice, Ben, si tu es d'accord. Imaginons on est des commerciaux ou un partenaire et que vous voulez à tout prix avoir. Imaginons que vous ayez très peu de temps pour parler du projet. Comment est-ce que vous pitcheriez les deux projets ou les deux marques? Bah, sur les botanistes, je considère pas encore ça comme une marque. C'est-à-dire que nous, on a vraiment la volonté de développer un label qui va représenter un niveau de qualité français, régional dans un premier temps et peut-être plus tard. Mais pour aujourd'hui, pour le moment, régional, parce qu'on se rend compte qu'on a un terroir. Il n'y a pas de raison que ça soit pas comme pour le vin. Ok, il va y avoir des variétés, des cépages, plein de choses, des méthodes de travail. Il y a aussi vraiment le terroir, c'est-à-dire qu'on est sur des sols plutôt argilo-calcaires, venteux, qui fait que notre plante va pas avoir le même goût que la même variété qui sera en Charente ou en Normandie. Sinon, comment pitcher le projet? Les botanistes, c'est un groupement de personnes à compétences variées, avec une forte expérience, qui ont pour objet d'offrir une des meilleures fleurs françaises, je l'espère, en tout cas le meilleur rapport qualité-prix, puisqu'on a un bon ratio entre notre qualité et notre quantité de production totale, qui est quand même assez conséquente. Et Empalicious, c'est des produits qui ont du goût, c'est ça notre priorité. On n'est pas là pour essayer de faire une marque avec des produits à effet. Voilà, on va chercher le goût avec Empalicious. Et c'est la résultante d'une fleur de qualité avec des artisans vraiment compétents. Voilà, tout ce qu'on travaille, on travaille avec des gens qui ont un très haut niveau. Le projet, c'est de rester dans la qualité. Par exemple, la liqueur qu'on a, on travaille avec Tifeng des Eaux de Vie du Bateau, qui lui a un alambic ici en Ardèche et qui distribue ses autres liqueurs via un circuit de restaurants gastronomiques. Il est référencé dans des très grands restaurants.
Notre chocolat est fait par un meilleur ouvrier de France et ainsi de suite. Notre kombucha, c'est une recette originale qui n'est pas pasteurisée, qui fait que du coup, on rencontre des difficultés de distribution parce qu'on ne doit pas faire une rupture de la chaîne du froid. Voilà, on va vraiment chercher la qualité. Si tu devais parler d'un obstacle, disons majeur que vous auriez rencontré dans la création des deux projets, ce serait lequel? Bah, c'est la recherche perpétuelle de financement. C'est celui qui me prend le plus de temps, d'énergie, qui est frustrant parce que, bah, comme je vous l'expliquais avant, on voit des grosses marques qui se développent et qui arrivent du coup, à s'autofinancer assez vite. À savoir que nous, entre le moment où on plante la graine et le moment où on peut commencer à vendre notre fleur, il se passe presque un an. Si on veut faire les choses correctement, si on veut faire un bon curing, un bon séchage, ouais, comme un bon fromage, où on va le voir doucement, on laisse. Parce que sinon, on pourrait faire comme 90% de nos concurrents étrangers. Sécher fast, bim bim. En 3 jours, on a déjà un pré-séchage. En une semaine, on a un séchage. On emballe aussitôt que c'est sec. On fait pas de curing. On wash. On balance du terpène par-dessus. On rajoute un petit peu de CBD synthétique histoire de dire qu'on a des taux de CBD qui sont ouf. Mais non, c'était pas ça notre choix. Notre choix, c'était de vraiment faire un séchage lent, de faire un curing de minimum 1 voire 2 mois. Et là, on est au mois de décembre et on commence tout juste à distribuer notre fleur. Ça nous a demandé de trouver des investissements tout au long. Et c'est-à-dire on va commencer là, juste maintenant, alors que ça fait un an qu'on a lancé le projet, à rentrer de la trésorerie. Et donc vraiment, on avait une vraie problématique de recherche d'investissement, puisqu'on est sur un marché qui est un peu particulier. Ça part un peu dans tous les sens, où les banques ne suivent pas. Les banques ne suivent pas. Il n'y a aucune banque, ne serait-ce que d'ouvrir un compte en banque, c'est complexe. On a l'impression d'être toujours borderline, alors qu'on n'a pas de raison de se sentir coupable de quoi que ce soit, puisque ce qu'on fait, tout le monde le fait un peu partout en Europe, que du CBD, il y en a partout, et que finalement, on fait juste pour pousser une plante. On n'est pas en train de faire quelque chose de criminel, quoi. Comment est-ce qu'on passe de organisateur d'événements à, en fait, chanvrier? Est-ce que tu t'es entouré? Est-ce que tu avais quand même beaucoup de connaissances? Est-ce que tu viens de ce milieu-là? Et déjà, je suis, comme beaucoup de gens dans notre monde moderne, un espèce de caméléon. La vie se passe plus pareil, les relations se passent plus pareil. Avant, 16, 17 ans, 18 ans, tu rencontrais quelqu'un, souvent tu passais ta vie avec, et puis tu faisais une formation, puis tu avais un travail, et puis tu gardais ton travail toute ta vie. Aujourd'hui, non, ça va vite, ça bouge dans tous les sens, il faut s'adapter. Et puis, je suis un gourmand aussi, je suis un gourmand de savoir. Peut-être que je me lasse vite de certaines choses, mais j'ai abouti tous mes projets. Et pourquoi je suis arrivé ici? À l'époque, le festival, c'est un peu parti en cacahuète. J'ai vraiment déprimé. J'ai dû mettre beaucoup de monde au chômage. C'était beaucoup de travail. 8 ans d'évolution sur un festival où on avait réussi à réunir 15 000 personnes sur 7 scènes, quelque chose de beau, de pas très cher. On essayait de faire un festival qui coûtait 50, 60 euros pour 3 jours, alors que les autres valaient au moins le double. J'ai toujours eu cette notion d'offrir aux gens du plaisir à travers mon assiette, à travers la musique. J'étais directeur artistique, mais je suis aussi musicien, donc je mixe. Donc il y a cette satisfaction du plaisir partagé ou de voir le plaisir dans les yeux des gens. Quand tu poses une assiette et que les gens sont en extase parce que c'est joli et qu'ils goûtent et que toi tu es là, tu es derrière, tu es caché, tu les vois, tu kiffes. Moi, la première fois où j'ai vu mon festival rempli, que le chapiteau était plein à craquer avec des gens qui dansaient partout, qui étaient contents, j'ai eu une petite larme, ce qui ne m'arrive pas souvent. Donc ça continuait à aller dans cette volonté d'offrir des produits de qualité. C'est très difficile aujourd'hui d'ailleurs, hein. Quand j'ai fait mon petit burn-out par rapport à tout ça, je me suis installé en Ardèche après avoir fait un an de voyage, Australie, Philippines. Je réfléchissais au CBD. J'ai commencé à me mettre à la permaculture, à comprendre la plante, à me remettre au vert. Moi, après, je suis fils d'agriculteur, donc je ne suis pas non plus sorti de nulle part. Mais voilà, j'étais parti en ville, j'avais travaillé, j'ai fait mes trucs, j'étais à Lyon. Puis à un moment, je me suis dit, voilà, tout ça, c'était cool. Tu as vécu une belle période, tu as vécu des belles choses, il va falloir passer à autre chose. Faut te recycler. Je pensais au CBD sans savoir si j'allais faire la production ou autre chose. J'ai voyagé, j'ai réfléchi et je suis revenu ici
Je me suis installé, j'ai commencé à tester les plantes, j'ai rencontré des agriculteurs, j'ai été faire des petites formations, BPREA, j'ai zoné, j'ai rencontré des gens et bien sûr, comme pour tout projet, je me suis entouré. J'ai un ami à moi qui est ingénieur en climat qui gère toute la partie séchage. Il y a un de nos autres associés qui est agriculteur. Il y a un autre associé qui est technicien agronome et qui a travaillé en Suisse pendant plusieurs années sur des fermes de CBD. On balance pas non plus un projet comme ça, que ce soit dans l'agriculture si on n'est pas agriculteur, et dans le cannabis si on n'est pas, parce que tu peux être agriculteur et ne rien connaître au cannabis. Donc nous, on a réuni des agriculteurs, des gens qui connaissaient quelque chose au cannabis, moi et 3 autres associés. On a fait une équipe qui nous a permis de mener à bien tout notre itinéraire de culture, le séchage, et là maintenant on commence à conditionner. Selon toi, est-ce que devenir chanvrier en France aujourd'hui est plus simple qu'à une époque? Et s'il y a des futurs chanvriers qui nous écoutent, quels conseils tu lui donnerais? Tu m'aurais posé cette question-là il y a 1 an, je t'aurais répondu quelque chose différemment d'aujourd'hui, de ce que je vais peut-être te dire aussi dans 6 mois. Ça évolue super vite. On est sur un marché qui est... Nous, on y a été cette année, de façon un peu précoce. On fait partie des quelques premiers qui ont été. On avait déjà fait un premier test l'année d'avant, mais qu'on n'avait pas distribué parce qu'on n'était pas satisfait du résultat. On avait fait une récolte un peu merdique, tu vois, c'était pas beau, c'était un peu grainé. Voilà, donc on a pris la décision de juste l'extraire, faire des huiles, et voilà. Parce que ça fait quand même 3 ans qu'on bossait aussi sur le projet, sur des recherches de génétique. Donc ce que je vais leur conseiller, potentiellement, de se rapprocher de la FPC, pour qui je fais un petit peu de pub au passage. Et là, déjà, ils auront beaucoup de réponses à leurs questions, mais c'est vraiment de se poser beaucoup de questions et de choisir vraiment un format avec un modèle économique et de savoir exactement comment ils vont le faire. Et de verrouiller aussi potentiellement des contrats de distribution ou d'approvisionnement avec des distributeurs avant de se lancer, pour être sûr que le marché derrière, pour eux, sera gagné. Concrètement, pour moi, il y a 2 formats qui se dessinent. Soit un petit format, tu fais ton petit truc chez toi, tu as un demi-hectare, tu fais une petite prod, tu la transformes à la ferme, tu vends tes produits en direct, soit dans un magasin qui est à côté, soit avec qui tu fais un partenariat, soit sur un site internet, soit les deux. Ça, c'est cool. Soit, sinon, il faut vraiment envoyer la sauce, comme nous on a fait, pour essayer d'avoir un produit que tu peux distribuer de façon nationale, pour pouvoir travailler en white label avec d'autres marques aussi. Parce que le format intermédiaire, il va être très compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails économiques. Mais voilà, c'est pas anodin, et il faut pas se dire qu'on va juste planter une graine, que ça va faire un produit qui coûte cher et qu'on va vendre cher. Aujourd'hui, il y a des gens qui débarquent avec des produits de pied de qualité, qui essayent de les vendre 4 ou 5 fois plus cher que nous, 10 ou 15 fois plus cher que les Suisses, donc que les Italiens. Donc du coup, forcément, toute leur production, elle leur reste sur les bras. Et la réalité, c'est que le cours du CBD vient de s'effondrer. Voilà, ça c'est quelque chose que les gens ne savent peut-être pas, mais il faut savoir que les réseaux de distribution quand même se font bien plaisir au niveau des coefs. Nous, agriculteurs, aujourd'hui, de plus en plus, on a l'impression de travailler pour Auchan ou pour Leclerc, puisque 80% des shops actuels sont des grandes franchises. Et dans une grande franchise, quand on y va, et je suis désolé de le dire, mais je vais le dire, on va à McDonald's. Le travail de structures comme l'UIVEX, c'est d'industrialiser le CBD et d'interdire la fleur. Ou en tout cas, eux, la fleur, ils s'assoient dessus. Ils travaillent avec des moissonneuses-batteuses, ils font des extractions que vous allez retrouver dans les produits à base de CBD, que ça soit alimentaire, novel food ou cosmétique. Par contre, pour le marché de la fleur en tant que fleur, soit vous distribuez dans des CBD shops, soit sur du e-commerce, soit dans les tabacs. Les distributeurs qui ont pris leur marque pour 80%, ce sont devenus des très gros en moins d'1 an. C'est-à-dire, les mecs ont réussi à faire des millions de chiffres d'affaires. Quand on les appelle, ils ne veulent pas de nos produits français. Je ne peux pas cacher cette réalité. J'ai la chance d'avoir la parole aujourd'hui. Je vais dire ce que mes amis agriculteurs. Donc hier, parce que vous savez aussi que j'ai participé avec les collègues sur du travail un peu avec la FPC. Hier, il y avait le Conseil d'État qui était réuni, donc les avocats ont un peu avancé sur le sujet, on s'étale complètement. Les agriculteurs français aujourd'hui ont beaucoup de mal à vendre leur production parce que 80% des magasins sont franchisés
et que ces franchises-là ne veulent distribuer que des produits qu'ils achètent à des prix qui sont ridicules et qui nous permettent pas de vivre. Aujourd'hui, ce qu'ils arrivent à acheter en Espagne, en Italie, ils l'achètent à la moitié de notre coût de revient. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on perde de l'argent si on voulait pouvoir vendre notre production. Mais là aussi, on parle de produits qui ont des problèmes de traçabilité. On ne sait pas exactement. Moi, je suis producteur, je ne suis pas distributeur. J'ai un produit qui est issu de l'agriculture biologique et qui est vraiment clean. On ne parle pas de la même chose. Soit les gens ils veulent bouffer McDo, soit ils veulent aller au petit restaurant du coin ou se faire carrément un gastronomique. Voilà. Nous, on propose un produit pour les restaurants gastronomiques. J'ai eu la chance il y a quelques jours de recevoir quelques échantillons de ta production. Vos variétés sont homologuées au catalogue européen. Qu'est-ce que celui vous permet en termes de liberté ou pas? Est-ce que tu dois utiliser des graines certifiées? Est-ce que vous pouvez croiser à l'infini au sein du catalogue ou pas? Là, ça va être plus simple comme réponse. Donc oui, on utilise des variétés du catalogue européen. Cette année, on n'a fait que 2 variétés, la Compolti, la Santica. C'est une raison de plus pour lesquelles on n'est pas du tout en concurrence loyale face à nos concurrents étrangers, parce que eux, ils peuvent utiliser bien plus de variétés. Donc, c'est une raison de plus pour lesquelles l'agriculteur français a beaucoup de difficultés. Comme tu me posais la question tout à l'heure, je te disais, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Celle-ci en faisait partie. Et à aucun moment, on peut croiser à l'intérieur du catalogue. On n'a même pas le droit de les sélectionner, de les cloner. On peut rien faire, en fait. On a juste le droit d'acheter une graine et de la mettre dans le sol. Et d'avoir exactement la même variété que tout le monde. Donc on est complètement bridé sur notre capacité de bridage, justement. C'est drôle celle-là. Nous, on est ici, on est créatif, on sait faire le travail. Faire du bridage, on sait faire. Mélanger une mère avec un père, aller sélectionner, trouver le meilleur pied-mère, faire des boutures, tout ça, on sait le faire. Mais du coup, on n'a pas le droit de le faire. Donc ceux qui le font sont en concurrence déloyale, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Parce que faut pas croire, il n'y a pas que à l'étranger non plus qu'il y en a qui le font. Et voilà, c'est toujours très frustrant pour nous qui essayons de respecter une loi qui nous met pas à égal par rapport aux autres. Voilà, il y a vraiment 2 vitesses et c'est fatigant. Là, imaginons, t'as 50 graines d'une même variété. Tu vas pas pouvoir avoir des phénotypes très différents sur les mêmes graines? Si, bien sûr, d'où l'intérêt de faire une sélection génétique. Si je mets 50 graines, que je copie ces 50 plantes, que je les envoie après en analyse et que je vois comment elles résistent aux maladies et ceci et cela, je peux trouver au milieu une plante qui aura naturellement moins de 0,2% de THC et peut-être 6-7% de CBD, 8, même si j'ai beaucoup de chance, ce qui me permettrait de pouvoir d'une respecter les taux, respecter la loi, et puis de pas faire comme les Italiens et les Suisses et tutti quanti, de faire pousser à 0,4, 0,5, 0,7, 1% de THC et de washer à l'éthanol un produit qui va arriver qui ressemblera à du foin, et pour pas qu'il ressemble à du foin, qu'on remette un peu de terpène. Enfin, je vous fais pas voilà, maintenant les gens ils ont compris. Au début, personne avait connaissance de tout ça, mais je crois que maintenant les gens ont compris un peu ce qui se passait. Si on nous laisse pas faire des sélections génétiques, on ne pourra jamais vous proposer un produit naturellement légal. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le droit de sélectionner ni de bouturer. C'est du vol de propriété intellectuelle. Ça appartient à... Je donne pas le nom de la société, qui est la seule et unique société française. C'est MPIT. Ah bah voilà, moi je l'aurais pas fait de pub, je leur aurais pas fait de pub, mais du coup... Personne n'est content des restrictions du catalogue. Oui, après, ce n'est pas la seule société qui existe en Europe. Typiquement, moi, cette année, les graines de Compolti, je les ai pas achetées à MTIT. Après, MTIT travaille aussi avec des distributeurs. Ce que je veux dire, c'est que ils avaient une compétence qu'ils ont laissé fuir parce qu'ils n'ont pas suivi la mouvance. C'est une société qui est énorme, qui distribue de la graine de chanvre partout dans le monde, et ils n'ont pas fait le travail correctement. Sinon, aujourd'hui, ils auraient des vraies variétés à nous proposer pour le marché du CBD. Donc, si eux, ils sont pas capables de faire le travail, qu'ils nous laissent faire, ou qu'ils nous laissent faire des sélections, des croisements, et de faire nos propres boutures et tutti quanti. Mais si jamais je fais une bouture sur une graine qui a été déposée par une société, qu'elle s'appelle MTIT ou une autre, parce qu'il y en a d'autres, ils seront en droit de pouvoir me faire un procès pour vol de propriété intellectuelle. En termes de culture, en dehors des taux à respecter, qu'est-ce que tu es libre de faire du coup ?
Bah, il y a pas de cadre légal, donc j'ai envie de te dire, tu es libre de faire pas mal de choses tant que tu utilises les graines et que tu respectes les taux. La seule règle qu'il y avait, c'était l'arrêté de 90. L'arrêté de 90 est obsolète, plus personne ne le respecte, et à juste titre, puisqu'il y a eu le procès de Canavap qui nous a mis en position de jurisprudence, et on a tous des notes de nos avocats qui expliquent clairement qu'on est dans notre libre droit de faire pousser du chanvre comme c'est légal depuis des millénaires. Et pour en revenir aux semences du catalogue européen, comme on dit, bien qu'il soit limité, est-ce qu'il y a des phénotypes ou quelque chose que vous arrivez à déceler quand même comme potentiel dedans? Bien sûr, il y a sur certaines variétés des phénotypes qui sont super intéressants. Ouais. J'ai la Compalti devant moi, elle a une odeur super satisfaisante, et elle sent très bon. Je pense que je vais la tester même, même pendant le podcast peut-être. Bah, c'est surtout qu'elle a une odeur qui est 100% naturelle. Tu le vois tout de suite, de toute façon, ça se voit, mais justement en naturel, parce qu'on a eu beaucoup ce débat dans les podcasts et tout, il y a encore des gens qui ont le doute qu'on puisse trouver des produits satisfaisants naturellement. Bon bah voilà, moi j'ai la preuve devant moi en tout cas. Une plante qui est 100% naturelle sera toujours plus satisfaisante qu'une plante qui a été parfumée. C'est une évidence. Après, la problématique, justement, c'est le taux de THC. Pourquoi ils sont obligés de les parfumer? C'est parce qu'ils sont obligés de les washer parce qu'ils n'utilisent pas des variétés du catalogue européen, parce qu'ils sont là que pour faire du rendement. Quand tu fais une sélection sur une plante, eux, ils vont aller chercher surtout la quantité. Les plantes qui font des grosses buds, bien compactes, faciles à manicurer parce que ça coûte moins cher et qu'on peut les manicurer à la machine parce que sinon, tu es obligé de le faire à la main et que ça coûte 3 fois plus cher. Et ainsi de suite, on pourrait en parler pendant des heures, je pourrais vous expliquer le pourquoi du comment les gens sont obligés de sortir des trucs qui sont rentables. Et donc, rentable, c'est quoi? C'est Big Bud, gros taux de THC, on wash. Parce que tu crois que quand ils wash, ils font quoi avec le crude qu'ils récupèrent de la wash? Quand ils wash, bah, ils détruisent un produit, mais ils recréent de la valeur parce que derrière, ils réutilisent le CBD et les terpènes, ils les mettent dans leurs cosmétiques, ils les vendent, ils font ceci, ils font des huiles. C'est-à-dire que quand ils enlèvent le CBD, ils le gardent, ils le récupèrent. Et ce qu'ils réinjectent par-dessus, je les soupçonne souvent que ça soit du CBD synthétique. Après, j'ai pas tous les éléments. Je suis pas dans chaque société. Il y en a peut-être qui essayent de faire un travail un minimum propre. Mais voilà, la réalité, c'est qu'on est limité à cause de nos génétiques. Et la législation. Du coup, en matière de terpènes, vous avez moyen de trouver des trucs intéressants. Et est-ce que vous faites analyser les taux de terpènes de vos produits et de vos plants? Alors, sur la Compoltion, on a réussi à isoler 3 phénotypes complètement différents. Un qui est plutôt tiré sur le fruit rouge, le strawberry, un qui est vraiment très limone, agrume, et un autre qui est un peu plus agressif en mode diesel. Donc ça, c'est un travail de fourmi, parce que ça veut dire qu'il faut se balader dans tes parcelles et puis essayer de trouver les plantes une par une pour lui définir à quel phénotype elle appartient. Je t'explique pas le travail que c'est. Et la fin de la question, c'était, ah oui, est-ce qu'on fait analyser nos terpènes pour avoir nos profils? Non, parce que on n'en a pas le besoin pour le moment. C'est des analyses qui coûtent vachement cher. On le fera sûrement plus tard, mais pour le moment, non, on n'a pas fait analyser nos terpènes. On a une connaissance de tous nos taux de cannabinoïdes, CBG, CBDA, THC, CBN, CBC, enfin voilà. Donc on a ces analyses-là. On n'analyse pas autre chose parce qu'en fait, on connaît nos méthodes de culture, donc on n'a pas besoin d'aller voir s'il y a des résidus de quoi que ce soit, puisqu'on sait qu'on n'utilise aucun produit phytosanitaire, qu'on réinjecte rien dans la plante, qu'on la wash pas, donc du coup, il n'y a aucun risque qu'il y ait des résidus de métaux lourds ou de solvants. Parce que la problématique, c'est quand c'est washé, si c'est mal fait, vous pouvez avoir des résidus de solvants. Qui a jamais fumé un CBD de piètre qualité et qui a carrément eu mal à la tête? Oui, oui, oui. Oui, non, mais tu dois en tester beaucoup plus que moi. On a récemment, du coup, sur Testeur de CBD, fait un article sur les PGR. C'est du coup les régulateurs de croissance hormonaux. On est dans le summum de la connerie, là. Enfin, utiliser ça, c'est un scandale sanitaire. On est bien d'accord, mais c'est vrai que du coup, vu la non-régulation et la non-obligation que les producteurs d'engrais ont à donner leur liste complète des ingrédients, il y a des gens qui font du biologique, qui pensent faire du biologique, mais qui n'en font pas. Et comme certaines marques d'engrais pensent vendre des engrais bio, et ça peut ne pas en être. Moi, je pense que tu as raison, et c'est pour ça que les botanistes, en tout cas la fleur des botanistes, parce que pour te dire, les botanistes, c'est quelque chose que tu ne peux pas déposer, puisque c'est un nom commun qui est dans le dictionnaire. On a dû broder autour. Donc nous, on s'appelle les botanistes, notre site internet, c'est les botanistes, mais notre label, ce sera la fleur des botanistes.
Tu es en train de la fumer là ou pas, du coup? Ou pas encore? Non, c'est en roulage. Eh ben, tu me diras, et normalement, tu vas voir, c'est comme le petit picodon vers chez nous, tu vois, le fromage de chèvre. Quand tu le sens, il sent la chèvre. Quand tu le goûtes, il goûte la chèvre. Il goûte ce qu'il sent. C'est ce que je dis souvent. Quand tu utilises des engrais, tu sais très bien, en intérieur, tout le temps, on a eu des difficultés à faire ressortir le goût de la plante. Parce que tout le temps, il y a les engrais qui restent. Qui te parlent de rincer, machin, de trucs, de bidule. Nous, on se pose même pas la question parce que notre produit, s'il goûte vraiment ce qu'il sent, c'est parce que il sent et il goûte le terroir. Pourquoi? Parce que notre plante, elle se nourrit avec le sol. Et nous, on nourrit pas la plante, on nourrit le sol. On fait de la permaculture. Donc notre label n'est pas un label bio, c'est un label qui va au-delà de ça et on propose des solutions qui vont vraiment au-delà du simple bio, quoi. On n'utilise pas d'engrais. On ne met pas d'engrais, on nourrit notre sol. On réapprovisionne avec du carbone, de l'azote, donc on fait des apports végétaux et on fait une culture organique. D'où l'expression sentir avant de lécher, hein. Exactement. Et notre label est un label français et organique. Tu parlais d'enrichir le sol. En fait, vous travaillez avec ce qu'on appelle des super sols. On travaille des plantes vivantes sur des sols vivants à destination de gens vivants. Et quelque chose qui était beau, qui était passionnant, c'est vrai, quand je me suis intéressé à ça au début, et que aujourd'hui je regarde le paysage du CBD, je vous avoue que des fois je suis un peu dégoûté de ce que c'est devenu. Quand l'aloe vera a explosé, ils en ont mis partout, dans les cosmétiques. Et en fait, le filtre, après, il se fait naturellement. De pas être trop alarmiste, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas eu des multitudes de shops, de aloe vera shop. Et après, bah oui, j'espère que le public va s'éduquer, va comprendre. Vous prenez le temps d'expliquer aux gens, de podcaster d'autres producteurs comme moi. Ça va être un travail de longue haleine. Et puis, c'est parce que j'ai la tête dans le guidon du travail et que je suis peut-être pas aussi non plus très objectif. C'est un peu triste quand tu pars avec les convictions que j'ai, avec les valeurs que j'ai, en essayant de faire un travail de qualité et que tu te retrouves clac, bloqué comme ça. Là, tu vois, la situation actuelle est pas évidente pour les agriculteurs français. Il y a des réalités économiques qui vont faire que, voilà. Donc, c'est toujours frustrant quand tu travailles avec conviction et avec valeur de voir que finalement, ceux qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu, c'est vraiment l'industrialisation du produit, la réflexion qui est faite que sur le business et pas sur la qualité. Et voilà. Et moi, ça me frustre. Et voilà, c'est peut-être pas quelque chose à exprimer ici, c'était peut-être pas ni le lieu ni le moment, mais et voilà, c'est fait quand même. Dans un monde idéal et utopique, si c'était possible de travailler avec des granitiers, des producteurs ou des acteurs du milieu, est-ce qu'il y aurait des noms que tu pourrais citer, des gens avec qui tu rêverais de bosser? Il y a tellement de breeders et je les connais vraiment pas tous. Et puis pour le breeding, bah, c'est exactement pareil que pour le reste en fait. C'est vrai qu'il y a des banques de graines que j'affectionne. J'ai pas envie de forcément les citer parce que c'est des banques qui sont déjà assez connues. Et c'est vrai que toutes ces grandes banques-là, bah, c'est un peu aussi comme le McDo de la graine. Donc c'est vrai que les mecs travaillent sur des génétiques qui sont intéressantes, mais souvent les plus intéressantes sont celles qui sont les moins connues, qu'il faut aller farfouiller comme ça. Donc c'est un peu difficile de répondre à ta question. Je suis complètement d'accord avec ta réponse du coup. C'est vrai que les meilleures graines sont souvent les plus rares, celles de petits breeders, de petits noms, parce qu'au final, tous les gros noms pour la plupart ne sont même pas des vrais généticiens ou des vrais breeders, ils font juste de la revente. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et ils font faire leurs graines et des producteurs à gauche et à droite. Et donc, ce qui fait qu'entre un lot et un autre, c'est pas forcément toujours homogène. Parce que les méthodes d'un autre va pas. En fait, ils peuvent pas tout produire au même endroit. Donc, ils font travailler plein de gens pour eux, souvent en Espagne. Et voilà, parce que c'est vrai que le business de la graine, c'est quand même beaucoup en Espagne que ça se passe. J'aime bien Aficionados, hein, par exemple, des gens comme ça, quoi. T'as cité la crème, une des crèmes de la crème quoi. Bah, en fait, j'ai la chance d'avoir un ami commun avec Mister Q et du coup, il nous envoie des exclusivités en direct par la poste et c'est vrai qu'ils ont vraiment des trucs assez exceptionnels. Et il y a des idées de réflexion. Si un jour le marché de la graine CBD arrive à se développer, ça pourrait être intéressant de travailler avec des gens comme ça, quoi. Écoute, je suis à mi-parcours, moi, de mon côté, et franchement, le goût est super présent, quoi. Et on a effectivement vraiment ce qu'on a à l'odeur. Tu avais souligné le côté diesel et agrumes, on les ressent bien. Et franchement, pour du 0,2 naturel, c'est assez bluffant.
Eh ben, écoute, merci. Mais non, mais j'espère que beaucoup d'entre des gens qui écoutent pourront avoir l'occasion de goûter pour pouvoir comparer ce genre de produit. On avait un peu regardé votre projet participatif. On a bien vu que les produits Empalicious, vous mettiez vraiment l'accent sur les goûts et les saveurs. Donc, à quel moment vous appuyez sur ça? C'est quoi votre démarche par rapport à ça? Par rapport à Empalicious, c'est vraiment de faire un autre réseau que celui de la fleur. Déjà parce que j'ai pas envie de me confiner qu'à la fleur. J'aimerais aussi pouvoir faire on fait de la cosmétique, mais on peut pas encore les distribuer, on n'a pas fini nos trucs et tout. Moi, je crois en cette plante pour une multitude de bienfaits et pour son goût. Et je voulais pas me priver d'un marché ou d'un autre, surtout qu'on sait pas si le marché de la fleur va pouvoir être maintenu en France. Et puis parce que je suis toujours en excès de créativité. Donc, faut faire le choix pour pas s'éparpiller, puis faire les choses les unes après les autres. Mais voilà, il y a vraiment cette volonté de développer une gamme fleurs, une gamme effet, une gamme bien-être cosmétique et une gamme plutôt alimentaire. On a commencé par l'alimentaire et la fleur, et j'espère que c'est la fleur qui nous permettra de financer le reste. C'est aussi ça, c'est que le produit qui est favori et qui nous permet de pouvoir gagner notre vie, c'est la fleur. Et j'espère qu'elle nous permettra effectivement de prendre le temps de développer d'autres choses. Justement, hein, nous, votre originalité, on la voit parce que vous proposez de la liqueur, du chocolat, du kombucha, de la bière, de la tisane et du coup des fleurs. Est-ce que tous les produits sont partis des fleurs et comment est-ce que vous élaborez tous ces produits et par quelles étapes est-ce que vous passez? On utilise tout le temps la fleur brute parce qu'on veut faire des choses naturelles. Et puis parce que si on ne faisait pas comme ça, on prendrait le risque aussi de changer de catégorie plus tard, dans une catégorie novel food qui nous obligerait de mettre des autorisations de mise sur le marché, tout ça. Donc, pas me rentrer dans les détails. Mais nous, le but du jeu, c'est de nous réapproprier les choses. C'est de travailler le moins possible avec les labos ou avec les gens qui ont des soi-disant compétences qu'on ne serait pas capable d'avoir. Tant qu'on est sur l'élaboration des recettes. Après, si on augmente les volumes, on verra. Mais nous, pour le moment, c'est vraiment de faire des choses naturelles, faire des infusions, des macérations, des choses comme ça. Mais on ne va pas faire d'extraction pour extraire de l'huile, du crowd ou de l'isolate qu'on va réintégrer dans nos produits. C'est pour ça qu'on cherche pour le moment que le goût sur ces produits-là. Parce que voilà, on veut faire quelque chose de naturel. Après, on va sûrement réussir à pouvoir augmenter les concentrations de CBD de façon naturelle, mais ça nous demande pas mal de recherche et développement. Du coup, voilà, on prend le temps pour essayer de faire les choses dans ce sens-là. Parce qu'après, on pourrait envoyer, je sais pas, une demi-tonne de notre biomasse dans un laboratoire, faire extraire, récupérer de l'isolate et puis en mettre dans nos chocolats et dire oui, on a 50 milligrammes. Mais du coup, non, c'est pas le projet. Pas pour le moment, peut-être plus tard. Est-ce que du coup il y a d'autres produits que ceux qu'on a cités que tu peux déjà nous parler qui vont peut-être arriver dans le futur? Énormément, il y a énormément d'idées et on doit faire le tri dedans parce que à chaque fois qu'on a une idée, il faut qu'on aille voir avec qui on veut la développer. Est-ce qu'on est capable de sortir un produit de bonne qualité avec un tarif qui nous permettra à nous de gagner notre vie, aux distributeurs de gagner notre vie et aux consommateurs de pas forcément payer trop cher ce produit-là, parce que nous, le but du jeu, c'est que on puisse rémunérer tout le monde sur le long de la chaîne correctement, parce que sinon on sait que ça marche pas. C'est-à-dire qu'un distributeur qui gagne pas bien sa vie sur un produit, il va pas le mettre en avant. Donc ça sert à rien de se prendre la tête à le lancer. Et je fais pas partie des gens qui ont envie de vendre des choses plus chères que ce qu'elles valent. Pour nous, voir notre fleur dans un tabac, si on parle par exemple de la fleur, de voir notre fleur à 8, 9 ou 10 euros, c'est juste scandaleux et hors de question. La fleur, ça vaut entre 4 et 6 euros le gramme dans la main du client. Jamais plus. Après, les gens vont te dire oui, mais ça, c'est de l'intérieur et ceci. Mais ok, super. Eh ben, elle a poussé avec des engrais sous une lumière artificielle qui a pollué. On est en 2021, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour sauver la planète. Et il y en a qui me parlent de fleurs intérieures. Excusez-moi, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. À la rigueur, travailler sous serre, faire de la greenhouse. Et nous, ce qu'on sort en greenhouse et en extérieur, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'en greenhouse, on peut en faire 2 récoltes dans l'année, voire 3. Donc finalement, la greenhouse qui est plus chère que l'extérieur, ça n'a pas de sens parce qu'ils en produisent plus et donc il y a plus de rentabilité sur ce produit-là. Il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Une fleur à 10 balles dans un tabac, t'achètes un pochon, t'ouvres le truc, ça sent le chewing-gum ou le parfum, tu goûtes, t'as mal à la gorge, après t'as mal à la tête, t'as acheté ça à 10 balles, bah tu te dis quoi, que le CBD c'est de la merde? Bah non, j'espère que ces gens-là, ils prendront le temps ou qu'un jour ils auront la chance de croiser nos produits. Après, nous, aujourd'hui, on n'est pas encore dans la capacité de distribuer en direct, on n'a pas notre site internet, et le projet, comme on est sur des gros volumes, c'est de travailler
avec les shops et tout ça. Et donc si jamais les shops ils ne jouent pas le jeu aussi de mettre en avant notre label parce que rien les oblige à le faire, mais les gens ça se trouve ils vont fumer notre fleur sans jamais savoir que c'est notre fleur. Donc c'est pour ça qu'on a créé le label parce qu'ici nous on a quand même une multitude d'agriculteurs qui veulent travailler avec nous maintenant qu'on a lancé le modèle, qu'on a fait, on a prouvé, maintenant ils veulent faire aussi. Donc ça veut dire qu'on va augmenter les volumes. Donc si on augmente les volumes et qu'il y aura plusieurs lieux de production, on est obligé de leur donner notre cahier des charges pour qu'ils utilisent les mêmes méthodes que nous pour qu'on ait une stabilité dans la qualité de notre produit et que les gens qui fument aujourd'hui la fleur des botanistes la fumeront l'année prochaine et auront le même rapport qualité-prix. Alors, tout à l'heure, justement, là tu as parlé de labels et on en parlait déjà au début du podcast. Selon toi, du coup, tous les labels qui sont en cours de création, parce qu'il y en a plusieurs, il y a moyen qu'ils coexistent au travers des régions, on est d'accord? Moi, c'est la vision que j'ai de la chose, oui, parce que je vais pas aller travailler avec des agriculteurs qui sont dans d'autres régions, qui ont des problématiques climatiques que je ne connais pas, qui vont sortir un produit qui aura pas le même terroir. Donc ouais, je pense que comme le vin, le fromage et tout ça, il faut qu'on joue là-dessus en France. Et c'est ça qui va pouvoir nous permettre à nous, petits agriculteurs français, de se regrouper, de se fédérer dans des coopératives, de mutualiser les coûts de production, parce qu'il y a beaucoup d'investissements sur le matériel et tout, et en plus de ça, de travailler par leur région, en local, faire des circuits courts, avoir une dynamique qui est intéressante pour tout le monde. Justement, je rebondis un peu sur par rapport à votre projet participatif pour Empalicious. On peut voir qu'il y avait un week-end avec vous dans la Drôme et l'adoption d'un pied de chanvre. Alors c'est une super idée, mais est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience pour les personnes que ça intéresse? Oui. Après, on n'a pas été trop dans le détail. C'est des choses qu'on va construire. Je pense qu'il n'y aura pas non plus 200 personnes qui vont prendre ce week-end, donc on pourra peut-être le construire aussi avec les gens, de voir leurs envies. Peut-être qu'il y a des gens qui auront envie d'aller visiter la brasserie et d'autres qui auront déjà vu une brasserie, mais par contre qui auront envie d'aller goûter les liqueurs avec Tiffany directement au cul de l'alambic. Tu vois, on va construire, on va voir avec les gens, mais le but du jeu, c'est d'immerger les gens dans notre quotidien, de leur faire visiter peut-être les parcelles, de leur faire rencontrer un ou deux artisans avec qui on travaille. Et en ce qui concerne l'adoption du pied de chanvre, c'est miser sur l'avenir, c'est miser sur une graine qui fait que plus tard, tu peux avoir une fleur avec un bon rapport qualité-prix. Ça serait bénéfique à un chanvrier de venir passer le week-end avec vous s'il voulait se lancer, apprendre quelques trucs. Sûrement. Après, je pense que peut-être il serait désespéré en repartant, en voyant que c'est vraiment pas évident. Nous, on pose cette question parce qu'en fait, un peu à contraire de ce que tu dis, on voit à travers les podcasts qu'il y a une forte demande en fait des gens de visiter les endroits de production pour se renseigner ou même pour se lancer en fait. On voit que ça intéresse beaucoup de gens. Comme ça a été fait un petit peu au début, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés il y a un an en se disant ouais, ça va être facile, on va faire plein de pognon vite fait, bien fait. La réalité, c'est que il y a un an et aujourd'hui, le prix du CBD a été divisé par 10. Donc si tu n'as pas la capacité de pouvoir valoriser ton produit, que tu n'as pas bien réfléchi ton projet, donc du coup, ce que je dis, c'est que c'est pas forcément évident de se lancer, où il y aura deux formats, comme je vous avais expliqué plus tôt, et il n'y aura pas d'entre-deux, quoi. Si c'est de la curiosité du public, nous, on ouvre nos portes. Je pense que la curiosité du grand public et l'envie de savoir est plus grande que ce que les agriculteurs qui ont un peu le nez dedans et on leur veut pas. Elle est plus grande que ce que eux ils pensent en fait, à mon humble avis. Ce que je veux dire, c'est que vous disiez qu'il y avait une multitude de gens qui voulaient se lancer là-dedans. Ce que je dirais à ces gens-là, sera sûrement des choses qui vont peut-être les décourager et ou leur faire se poser les bonnes questions. Voilà, le seul conseil que j'ai à poser, c'est de ne pas se lancer là-dedans en se disant que c'est facile et que ça se distribue vite, bien, cher. Voilà, ça tu peux le faire, mais que si tu as bien réfléchi ton modèle et que tu as bien cadré les choses. Et c'est une évidence qu'il y a plein de gens qui ont potentiellement envie de se mettre à ça. Voilà, après, chaque profil est différent. Est-ce que c'est un agriculteur qui a déjà du matériel, tout ça, et qui veut juste essayer de rajouter quelque chose en plus pour augmenter ses revenus, auquel cas ça a beaucoup de sens. Si c'est un individu lambda qui a jamais rien cultivé et qui ceci et qui n'a pas de ferme et qui n'a pas de matériel, je lui souhaite bon courage, vraiment. C'est pas parce que t'aimes fumer, que t'aimes la plante ou que t'en as fait dans ton jardin ou dans un placard que quand tu vas vouloir faire une culture d'un demi-hectare ou d'un hectare, on n'est pas du tout sur... enfin, tu vois ce que je veux dire,
C'est une façon de se professionnaliser et tu peux pas le faire tout seul. Je te conseille, si tu as la passion de la plante, de te maquer par exemple avec un agriculteur et de le faire avec lui. Voilà le genre de conseil que je pourrais donner. C'est vrai qu'il y a deux catégories principales, hein. Il y a les opportunistes et les vrais passionnés, quoi. Bah, c'est ça un peu, tu vois, tu as mis le doigt dessus, je ne voulais pas. C'est qu'en fait, l'effet phénomène du CBD, ça a créé beaucoup d'opportunistes. On l'a déjà vu dans le réseau de la distribution. Ceux qui sont les plus gros aujourd'hui, c'est pas des passionnés de CBD. C'est des gens qui avaient du pognon, qui avaient du réseau, qui étaient soit dans le milieu de la vape ou dans le milieu de ceci ou de cela, et qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils avaient déjà le réseau de distribution dans les tabacs ou autres. Et donc, il y a eu déjà beaucoup d'opportunistes cette année. Il y en aura encore l'année prochaine. Je préfère voir que des passionnés se lancent plutôt que des opportunistes, c'est certain. Du marché, il y en a un. Le marché, il est énorme. Donc de la place, il y en a un. Le gâteau, il est super gros. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y aura pas de place justement pour ceux qui font mal les choses ou qui pensent qu'ils vont faire du pognon et qui n'auront pas du coup la persévérance de continuer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va gagner vite du pognon et ou assez pour se dire ah ça y est, je suis tranquille. Non, ça demande de la persévérance. Ce sur quoi tu mets le doigt, c'est le fait que trop de gens assimilent nouveau marché égale nouvelle opportunité en termes de pognon. Ce que je pense, c'est que les opportunistes, ils vont pas y arriver tout de suite, parce que personne peut y arriver tout de suite en claquant des doigts. Et du coup, un opportuniste, il aura tendance à se lasser très vite en disant « Oh, en fait, ça fait chier ». Vous devez être sûrement beaucoup plus objectif que moi, parce que vous voyez beaucoup de choses arriver. Donc, vous arrivez à vous rendre compte si la qualité, elle s'améliore avec le temps. Oui, il y a une vraie progression. Il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent dans la mouvance, donc c'est intéressant à suivre. Je voulais te soumettre quelques questions à réponse rapide pour voir si tu étais au point. Est-ce que tu consommes tes produits? Un peu. Ça dépend lesquels. Lesquels? La liqueur, beaucoup. Est-ce que vous faites double check par un laboratoire tiers vos produits? Oui, sur certains. Oui. Quand est-ce que vos produits seront enfin accessibles au public? Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de prix entre 4 et 6 euros le gramme. À quel prix ils seront, vos produits? C'est difficile de pouvoir donner des prix pour le reste. En fait, quand je vends un produit à un distributeur qui va derrière le vendre à un détaillant, j'ai pas forcément le contrôle du prix de vente. On est en train d'essayer de contractualiser certaines choses, mais c'est pas évident avec chaque produit. J'ai pas les prix en tête de tout, donc j'ai pas forcément envie de dire de conneries, mais ils seront accessibles à partir du mois de janvier. Donc là, on fait le crowdfunding, on regarde comment il a fonctionné, on relance en production. Et courant janvier, le site internet sera en place, donc vous pourrez commander en direct sur le site internet. J'espère qu'on sera représenté dans un maximum de lieux. En premier, en Drôme-Ardèche, sur Lyon, on vous tiendra au courant de l'évolution des choses. Si par exemple, on se met à travailler avec un distributeur parisien qui pourra donner la possibilité aux Parisiens d'accéder à nos produits, c'est parfait. Sinon, il faudra les commander sur notre site en attendant. Ce qui concerne la fleur, on la distribue dans les CBD shops, donc je ne vais pas vous faire la liste de ceux, mais par contre, s'il y en a qui sont intéressés par notre produit, ils peuvent demander à leur CBD shop de nous contacter et on leur enverra de la matière, il n'y a pas de souci. En général, on peut le reconnaître parce que vous allez voir à partir de janvier, février, des petites affichettes ou des petits stickers à gauche, à droite avec écrit la fleur des botanistes, qui voudra dire que dans ce magasin, il y a notre produit que vous pourrez du coup venir demander. Donc c'est comme ça qu'on sera identifié. Et on va distribuer une fleur dans les tabacs, mais je peux pas encore vous dire vraiment le nom ou quoi, quand, comment, parce que c'est pas encore tout signé. C'est en cours de négociation. Sinon, après, ça sera le site internet. Et on mettra sur notre site internet les CBD shops avec qui on collabore. Comme ça, du coup, vous pourrez voir s'il y en a un qui est à côté de chez vous. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de rajouter, Ben, éventuellement? Je crois que je voulais justement réécrémer le truc. Effectivement, aujourd'hui, la situation pour les agriculteurs français est compliquée. Donc, du coup, c'est difficile pour nous. Sur un podcast comme ça, vous me posez des questions sensibles. Je peux pas faire semblant que tout va bien. Je suis obligé de dire vraiment les choses, comment je les sens, comment je les ressens. D'être transparent. C'est ce qu'on essaye de faire avec nos produits. Donc, mes produits reflètent qui je suis. Aujourd'hui, je suis pas capable de mentir. Je le fais pas non plus sur mes produits. Voilà, la situation est complexe, mais on a foi ou pas en notre gouvernement et envers les consommateurs. On se dit que les choses vont évoluer, qu'il va y avoir du tri, effectivement, pour écrémer un peu tout ça. Et quand je dis écrémer, c'est garder la crème de la crème avec les gens qui font les choses correctement et proprement pour offrir à nos consommateurs des produits qui soient sains pour eux, qui respectent l'environnement et qui ont un minimum d'éthique, c'est-à-dire qu'on cherche à rémunérer quand même correctement nos agriculteurs plutôt que de faire récolter notre CBD par des immigrés dans le sud de l'Espagne au milieu des champs de tomates, par exemple. Des choses comme ça. Donc voilà, c'est
C'est pour ça qu'on va rien lâcher, qu'on est persévérant, parce qu'on est passionné et pas opportuniste. Et on va avancer dans ce label, continuer à réunir des agriculteurs autour de nous et essayer de pouvoir offrir le plus directement possible ce produit à nos consommateurs. Voilà. Merci à vous en tout cas de nous donner la parole. Je sais que j'ai certains de mes collègues qui sont déjà passés vous voir. Il y en aura sûrement d'autres. Et voilà, ça permet aussi aux gens de se rendre compte de ce qui se passe. Et qu'il y a effectivement des choses qui se passent aussi en France. Et que même si nous représentons aujourd'hui que 5% de la fleur des CBD shops, on a hâte d'inverser la tendance pour que vous puissiez découvrir des produits qui sont plutôt naturels. Donc merci à toi Ben de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. Donc on rappelle, tu fais partie des projets des fondateurs donc des botanistes et de Mpalicious. Et puis merci aussi à ceux qui nous ont écoutés, évidemment. Oui, merci à vous. Ouais, merci à tous.